Permettez-moi maintenant de vous présenter notre conférencier. Bruno Queignoux est un caviste au parcours atypique. C'est le premier sommelier des caves mythiques Legrand. Et puis, il a créé la cave du Lafayette Gourmet. Et maintenant, il a sa propre boutique, Philo Vino, à Paris. C'est un passionné qui va sans doute vous interpeller, j'en suis convaincu, avec le thème que nous avons choisi ensemble, déguster ou vivre le vin. C'est tout un programme, à chacun de choisir. Monsieur Queignoux, vous avez devant vous un public à la fois d'experts, mais aussi d'amateurs. Tous ont, comme Henri l'a dit dans son propos introductif, en commun l'amour du vin. Merci à tous pour votre attention et Monsieur Queignoux, à vous la parole. Bonjour à tous. Je voulais juste dire un petit mot par rapport aux différentes rencontres que j'ai faites depuis hier soir. J'ai pas l'image de la banque habituelle que j'ai avec les gens que j'ai rencontrés hier soir. J'ai rencontré des gens impliqués dans leur région et dans la filière viticole. Et ça, je dois avouer que ce n'est pas l'image que j'ai de la banque en général, et surtout nous à Paris. Donc, bienvenue si vous voulez être muté. Ça nous ferait du bien de régénérer un peu la race des banquiers parisiens. Voilà. Et je dois dire que je ne sais pas si c'est une singularité alsacienne, due à votre culture singulière, mais je pense pas, je n'ai pas trouvé, je fais beaucoup de rencontres dans diverses régions, au travers de mes conférences, et je n'ai pas entendu toujours ce genre de discours dans les autres régions viticoles. Voilà, donc ça m'a beaucoup impressionné, et je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré cette équipe. Alors, moi, je ne suis pas venu vous parler de la banque, vous en doutez. Je suis venu parler du vin. Mais peut-être, certains d'entre vous, je le sais, dans la salle, j'ai reconnu des têtes qui ne vont pas être surpris par mes propos, peut-être d'autres plus. Tout d'abord, je vais citer une phrase que je citerai à la fin, à la fin de mon exposé. C'est la phrase de Saint-Exupéry qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Pourquoi dit-il ça? C'est une phrase extrêmement initiatique, symbolique. Elle ne s'arrête pas seulement aux yeux, elle s'arrête à nos 5 sens, qui sont des sens profanes. Les sens profanes passent par le limbique et vont passer par notre mental et donc nos croyances. Et tant qu'on passe par nos croyances, on ne peut percevoir que ce qu'il y a dans les codes de cette croyance. Je prends un exemple. Vous prenez une antenne de télé. Si elle n'est pas prévue pour capter telle ou telle chaîne de télévision, eh bien, vous n'aurez pas telle ou telle chaîne. Votre téléviseur ne réceptionnera pas cette chaîne. Eh bien, c'est exactement pareil pour le cerveau. Si votre plasticité cérébrale n'est pas suffisamment ouverte, à cause du mental, à cause des croyances, des formes pensées qu'on nous a créées tout doucement, eh bien, vous n'allez pas pouvoir capter, ni voir, ni sentir, ni goûter, ni entendre ce qui va se passer autour de vous, c'est-à-dire ce qui est une réalité plus profonde. Je prends comme exemple, peut-être certains ont vu ce film, dans des cours, on le donne justement pour démontrer et soutenir ce propos. En neurosciences, on vous montre un film avec un match de basket, et pendant ce match de basket, on vous fait regarder le match de basket et vous êtes fixé dessus. Ça dure quelques minutes pour regarder les essais, etc. Et puis, après, on coupe et on vous repasse le film, mais en vous disant, attention, regardez bien, on ne vous dit pas que c'est le même film, on vous dit, on va vous montrer un match de basket, regardez bien ce qui va se passer d'événements spécial pendant l'interruption. Il y a une interruption qui va se produire pendant le match. Et qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, vous voyez un gorille traverser le terrain de basket au milieu des joueurs.
C'est flagrant, le gorille est énorme, on voit, le film est focalisé dessus. Le choc, à la fin du film, c'est que le type vous montre la vidéo, il vous dit « j'en ai qu'une ». Je n'ai qu'une vidéo, je n'en ai pas deux. C'est-à-dire que le gorille, vous ne l'avez pas vu dans le précédent film. Et ça, je peux vous garantir que c'est un choc quand vous voyez ça. C'est exactement pareil pour la dégustation, pour l'appréhension avec nos cinq sens. Donc quand Saint-Exupéry dit « on ne voit bien qu'avec le cœur », simplement parce que le cœur n'a pas de croyance mentale. Donc cette posture est une imposture. Et ce qu'il faut, c'est justement débrayer tout ça pour pouvoir percevoir beaucoup plus. Alors on ne percevra jamais toute la réalité, mais plus on ouvre cette plasticité cérébrale, plus tout doucement on va percevoir plus. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'évidemment, là pour l'instant vous dites, il n'est pas tout à fait dans le vin. Là. Et pourtant, le vin des origines, moi quand j'ai commencé dans le métier, c'était 5000 ans l'histoire du vin. Aujourd'hui, on est à 8500 ans avérés, hein, autour de la Géorgie, bassin de la mer Caspienne, l'Irak, 8500 ans. C'est-à-dire que c'est 1500 ans de plus que le sanskrit, la plus vieille civilisation au monde. C'est 1500 ans de plus que la première écriture cunéiforme. Donc, si vous voulez, il y a eu des modes, il y en a encore aujourd'hui, il y a des labels, c'est ce que je dis, au-delà des labels, les labels, j'ai donné une conférence l'autre jour pour des Italiens, je leur disais, mais vous savez, les labels, ils ont 30 ans, 40 ans. Le vin, c'est 8500 ans. La haute tradition, c'est bien autre chose que cela. Et pourquoi? Pourquoi le vin, quand vous êtes à table, vous parlez un soir à des gens qui sont là, et d'un seul coup, vous dites que vous êtes vigneron, ça vous est tous arrivé, d'un seul coup, aussitôt, ah, vous êtes vigneron. Il y a des gens, évidemment, tout de suite, qui disent, oh là là, moi, le vin, j'en bois pas. Et puis, il y a ceux qui disent, ça les intéresse tout de suite. Parce que dans notre mémoire profonde, le vin signifie quelque chose, le mauvais de couleur, ce qui faisait qu'on le symbolisait déjà les Gaulois, avant le christianisme, parlaient de rapport entre le vin et le sang. Et donc, vous allez avoir de la matière, de la terre, de la matière organique qui va être symbolisée par la terre et l'air, les deux éléments horizontaux doivent fusionner pour que l'eau et le feu s'unissent. Et à ce moment-là, c'est Thésée qui terrasse le labyrinthe. Là, la lumière jaillit de la matière, c'est le grand saut. Donc sans ces principes de base qui ont été tués par le 19e siècle et tout doucement l'œnologie moderne, puisqu'on est rentré dans la composition et on a perdu le sens des principes, on est arrivé à la dégustation. Mais la lumière de la matière, ce n'est pas les papilles qui peuvent l'apercevoir. Ça, c'est pas possible. Il faut passer à quelque chose de plus profond qu'on a tous. Il n'y a pas de gens privilégiés. Il y a des gens privilégiés au niveau du palais. Ils vont avoir un palais plus exercé, plus affiné. Mais tout le monde peut capter, s'il s'écoute, et s'il écoute le vin chanter en lui, peut capter cette magie qui va l'emplir. Alors évidemment, il y a beaucoup de vins aujourd'hui, à cause de cette œnologie moderne, qui a amené beaucoup par ailleurs au niveau de l'hygiène, etc., mais qui nous a fait perdre cette connaissance ultime de cette révélation. Et c'est pour cela que le thème que l'on a pris, c'est déguster ou vivre le vin. C'est comme si, quand vous rencontrez quelqu'un, vous l'analysiez, et donc vous vous mettez en juge, et vous n'en ferez pas un ami, parce que vous ne le vivrez pas. C'est exactement la même chose pour le vin. Donc, il va falloir tout doucement réapprendre à lâcher prise de la dégustation, et, comme disait mon père, viens boire un coup. Jamais il disait à quelqu'un de venir déguster, parce qu'on met la personne dans la posture du dégustateur. Et quand vous avez quelqu'un dans votre cour et que vous lui dites de rentrer dans le chai, et si vous lui dites de venir déguster, ça y est, il met en route le principe, lui il va être juge de vos vins. Mais il n'y vivra pas. Et donc il va se passer quelque chose qui va rester dans le limbique, mais ça n'ira jamais au néocortex, c'est-à-dire dans une partie beaucoup plus intime de lui-même, et là, il fera la différence. Je prends un exemple de tout ça. Vous prenez déjà sur un plan purement matériel. Vous prenez votre salive. Alors pendant des années, on n'a pas étudié la salive. La salive, c'était un liquide qui a 99% d'eau, donc c'est pas très intéressant. Pourtant, quand on a commencé à travailler sur la salive depuis une dizaine d'années, on a découvert qu'il y avait
sur les petits 1%, 1300 composants. Antiseptiques, enzymes, de digestion, etc. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des grands professeurs, notamment le professeur Joyeux, qui parle de la mastication des aliments, etc. Les moines orthodoxes disaient, il faudrait, pour vivre en bonne santé, il faudrait mâcher ses boissons et boire ses aliments. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc, mastiquer, 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 mâcher et saliver. Pourquoi? Parce que dans le palais, dans cette voûte, la voûte, ça sert à quoi? Ça sert à envoûter. Et envoûter, c'est quoi? C'est unir. Hein, c'est unir les énergies tertielles. C'est pour ça qu'on faisait une voûte dans les temples. Eh bien, votre voûte, qui est le palais, doit vous servir déjà à unifier et à laisser du temps. La dégustation est beaucoup trop rapide pour un vin qui a été fait, des vignes qui ont été plantées 100 ans avant, le terroir qui peut avoir 1000 ans. Tout ça, c'est lent et c'est suivi sous le regard des anciens, même si beaucoup de gens les ont oubliés, mais ils sont là, ils nous guident. Et ils nous guident dans cette profondeur de la haute tradition. Alors on fait des errements, on a des générations où on croit qu'on a tout inventé, on sort tous les ans un nouvel Eureka. La haute tradition, c'est une évolution lente. En physique moderne, on dit que si on change les vertus d'un métal trop vite, on perd les vertus du départ du métal. Donc il faut aller doucement. Alors évidemment, c'est une privation, parce que chaque génération, je cite souvent Aubert de Villaine, de la Romanée Conti, qui dit « Si j'accepte de moderniser mes gestes, je ne pourrai pas les transmettre tels que je les ai reçus. » Donc c'était d'une part, donc ça n'empêche pas de suivre ce qui se passe ailleurs, mais de revenir en arrière et de dire « Attention, nous, chez nous, on ne peut pas. » Et sur une génération, j'ai le droit d'évoluer un tout petit peu. Alors évidemment, c'est un petit peu embêtant pour l'ego, mais n'empêche que c'est ce qui nous permet d'avoir des très grands vins, une continuité, et ce qui va s'appeler tout doucement le terroir. J'expliquais il n'y a pas très très longtemps, dans une conférence à des vignerons américains qui goûtaient 2 vins de Bourgogne de terroirs différents, avec exactement le même cépage, même âge de vigne, planté par le même bonhomme, en 1955, après les grandes gelées, 2 terroirs de Moret-Saint-Denis, et sur le même millésime, même vinification, tout pareil, vendangé à 2 jours près, à 1 jour près, et le vigneron fait goûter tout simplement, et là, stupeur de voir cet écart dans les vins, et le premier truc, ils disent, qu'est-ce que vous avez mis dans un des vins? Le vigneron dit, pas rien du tout. Ah oui, mais quand même, ils sont très très différents, c'est pas possible. Il dit, ça s'appelle le terroir, nous on n'y peut rien, c'est comme ça, on fait ça depuis des années, c'est tout le temps comme ça. Le Clos de la Roche, il a tel goût, le Clos Saint-Denis, il a tel goût. Et d'année en année, grosso modo, on retrouve toujours ces nuances. Les vignerons américains étaient un peu perturbés en se disant que juste avec un chemin d'écart, ce n'était pas possible. Et ce que je leur ai dit, ben, vous voyez, vous avez perdu 150 ans, puisque quand vous avez commencé à planter des vitis vinifera chez vous, la première chose que vous avez voulu faire, c'est de faire les meilleurs vins du monde. Vous pensez que les moines de Cîteaux et de Cluny, quand ils ont planté des vignes, leur but c'était de faire le meilleur vin du monde? Non, chaque moine avait mission de faire son vin du lieu de son terroir. D'abord rencontrer sa terre intérieure, son terroir intérieur, pour rencontrer sa terre sous ses pieds. Hein, tout ça est ensemble. Hein, voilà. Donc on n'a pas rencontré sa terre intérieure, on ne rencontre pas son terroir. Donc tout ça est lié, évidemment. Eh bien, c'est là où on va libérer tout doucement et on va être guidé par le terroir, comme un tailleur de pierre qui va se laisser guider pour libérer la pierre. Eh bien, c'est exactement pareil. Il faut libérer le vin du vin. Parce que dans le vin, il y a le vin qui n'est pas visible, comme je disais, qui n'est pas perceptible par la matière, par les composés, les saveurs. Mais vous verrez que quand vous commencez à vous laisser faire, à faire comme l'abeille, quand elle butine, en fait, on ne devrait pas dire ça. Parce que l'abeille, elle est happée par les lumières que lui envoient les fleurs et elle ne va pas chercher le nectar. C'est la fleur qui l'appelle, qui lui envoie des signes. C'est pour ça que des fois, elle fait des gros anseaux. Elle dit, tiens, il y a une fleur de à côté qui est pleine de nectar. Non, non, elle n'est pas prête. Il y a une fleur qui lui envoie le message. Et elle y va. Et donc, l'abeille est en recevoir. Eh bien, nous, c'est pareil. Mettons-nous en recevoir plutôt qu'en prendre. Et ça va tout changer. On va passer de la posture à un état, à l'être. Et là, on va vibrer. Et vous allez voir que vous avez des cordes à l'intérieur qui vont se mettre à vibrer comme une grande musique. Quand vous allez dans un concert, au bout d'un moment, même les mélomanes, ils sont obligés d'arrêter d'entendre avec les oreilles. Il
Et à un moment donné, c'est le temple intérieur qui se met à vibrer. Bien, le vin, il a été fait pour ça. Le vin, il n'a pas été fait pour la dégustation. Jamais. Jamais. Pas du tout. Évidemment qu'un vin qui vibre comme ça, il est très très bon au goût. Évidemment. Parce qu'on pourrait dire, ah bah ouais, mais alors si on se met à faire du vin comme ça, peut-être que le goût ne sera pas bon. Ah non, évidemment, il est encore meilleur. Sauf que le vigneron, il n'est pas parti du principe de séduire le dégustateur, comme l'artiste, quand il fait une toile, il n'est pas en train d'essayer de séduire, sinon ce n'est pas un artiste. Hein, il va construire quelque chose de mental qui ne sera pas une œuvre, elle n'aura pas d'énergie, elle ne va pas libérer quelque chose de fort quand vous allez passer devant. Eh bien, c'est exactement pareil. Le vin, lui, à ce moment-là, va se découvrir. Mais ce même vin, même s'il a cette brillance des saveurs, ce scintillement extraordinaire, qui va passer de la saveur passive à la saveur active, mais vous allez le castrer, vous allez le corrompre au moment où vous allez, vous-même, si vous le dégustez, si vous êtes dans cette posture, puisqu'il ne pourra pas parler. C'est comme quelqu'un qui arrive à une table où il y a 4 personnes qui sont en train de parler, si on ne le laisse pas parler, eh bien, il ne pourra pas s'exprimer. On ne le rencontrera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est vraiment un lâcher-prise. C'est commencer par le j'aime ou j'aime pas. Parce que, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles de dégustation? On vous castre tout de suite le j'aime ou j'aime pas. Le prof vous dit, ah non, ça c'est très bon. Ah non, ça c'est pas bon. Il faut commencer par le j'aime ou j'aime pas. Parce que même les défauts logiques, quand vous allez descendre dans le j'aime pas, par contre, il ne faut pas rester dans un j'aime ou j'aime pas basique. Il va falloir se creuser dans ce j'aime ou j'aime pas. Il va falloir descendre de plus en plus profond. Mais c'est comme ça que vous allez découvrir vos talents, vos vrais talents. Un talent profond, parce que vous avez tous des talents, ce n'est pas les mêmes l'un que l'autre. Votre salive, ce n'est pas la même que la mienne. Donc pourquoi est-ce que le vin devrait avoir le même goût dans votre bouche que dans la mienne? C'est impossible. C'est absolument impossible. Toutes les femmes qui parfument sont très conscientes que déjà dans le flacon, c'est plus le même parfum que sur leur peau. Puis quand elles ont une amie qui en met sur le même parfum sur leur peau, c'est plus le même parfum. Pourtant, les parfums, ils font entre 80 et 85 degrés d'alcool. La plupart des molécules sont chimiques, même les grandes marques très prestigieuses, donc c'est très stable. Et pourtant, ça bouge énormément. Le vin, qui est beaucoup moins stable, les alcools ne sont pas les mêmes, ce sont des alcools moins stables. Évidemment que l'organisation du vin, son champ d'énergie est très sensible à votre présence, à votre énergie, et en plus de ça, vous allez avoir votre goût dans votre bouche, hein, votre goût de salive. Eh bien, déjà, il va se passer quelque chose qui va être différent. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut dire que vous devriez, par exemple, je prends le pH de la salive. Le pH de la salive, quelqu'un qui a un pH qui est acide et l'autre qui a un pH qui est basique. Si un vin s'exprime par l'acidité, le prof va dire, par exemple, que le vin est très long en bouche. Puis un élève, il va dire, bah, moi je le sens court en bouche. Le prof va dire, ah non, il est long en bouche. Ah, ça commence mal. Donc, laissons-nous, déjà, acceptons d'être confiants en soi. Surtout, je trouve terrifiant aujourd'hui ces cours de dégustation qui sont donnés aux vignerons. Ça me fait peur. Je vois dans les syndicats viticoles, aujourd'hui, on dit ah, il faut donner des cours de dégustation aux vignerons. C'est terrible, parce que tout le monde va faire le même vin, puisque tout le monde a le même goût dans les écoles de dégustation. Il y a des critères, etc. Il faut sortir de là. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier les défauts œnologiques, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas les oublier. Mais si vous voulez, dans le caractère, moi j'ai un vin en ce moment dans la cave. Ce vin-là, il fait une espèce d'unanimité. Au bout d'un moment, ça me fait peur. Moi, je l'adore, il a un caractère énorme et il fait une unanimité. Ça m'a rassuré parce qu'il y a 2 clients, en 3 mois, là, qui m'ont dit vous nous avez vendu ça. Et pourtant, c'est leur style, il est très tendu, très cristallin, tout. Eh bien, il y a une saveur. Ils avaient cru qu'il y avait un défaut grave dedans. C'est un vin qui est vraiment exceptionnel. Eh bien, il y a 2 clients. Ça m'a rassuré, je me dis, ah ouf, il ne plaît pas à tout le monde. Parce que je me dis, au bout d'un moment, un vin qui plaît trop à tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça m'étonnait, évidemment. Eh bien, de temps en temps, il y a des clients qui arrivent qui disent, ah non, moi j'y arrive pas. Il y a un truc dans ce vin, je ne peux pas. Et pourtant, c'est un vin, on leur a conseillé en pensant que c'était vraiment dans leur style. On les connaît, ils connaissent Philo Vino, ils savent la démarche qu'on a. On n'a que des vins qui sont tendus par l'eau. Je vais y venir tout doucement à cette eau. Et donc, paf, là, il n'aime pas.
Et en fait, c'est parce que, évidemment, peut-être que il y a des aromates ou des épices qu'on reconnaît immédiatement dans un plat. Pourquoi? Parce que c'est l'épice qu'on n'aime pas. C'est celle qu'on aime. Et ben, c'est pas parce qu'une épice, elle est bonne ou mauvaise, on l'aime pas. On l'aime pas, on l'aime pas. Il y a un truc qui nous dérange, etc. Eh bien, il y a même aussi des choses qui peuvent être neutres. Je travaille beaucoup avec des parfumeurs, dont des très très grands. Et c'est un parfumeur français qui me racontait l'histoire que quand il a travaillé aux États-Unis, il a rencontré un parfumeur très connu, dont personne ne remet en cause son talent, qui ne sent pas le patchouli. Neutre. Pour lui, c'est neutre, il sent rien. Il n'a pas les outils, ou alors il y a un blocage psychologique depuis l'enfance avec le patchouli, quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et donc, neutre, il sent rien. Donc, il faut savoir que ça, en descendant dans votre intime, dans votre j'aime ou j'aime pas, mais en descendant de profond, pas rester sur le j'aime ou j'aime pas comme ça. Non, tiens, pourquoi je fais ça? Les autres l'aiment, etc. Mais c'est pas dire, attention, je dois aimer parce que l'expert aime. Non, surtout pas, parce que là, vous allez vous nier totalement. Même si c'est un Romané Conti, moi, cette liberté, je l'ai gagnée tout simplement parce que le plus grand vin du monde à l'époque, considéré par la